Pierre Le Vigan, philosophe, essayiste, auteur des ouvrages Le Grand Empêchement et Éparpillé façon puzzle, Macron contre le peuple et les libertés, publié aux éditions Perspectives Libres, et Olivier François, chroniqueur et collaborateur à la revue Éléments. Alors pourquoi est-ce que j'ai intitulé aujourd'hui cette émission du totalitarisme politique au totalitarisme économique aujourd'hui? Parce que les grands totalitarismes du XXe siècle et du XXIe siècle ont été le national-socialisme basé sur l'hypertrophie de la race, le communisme totalitaire basé sur l'hypertrophie de la classe, la religion islamique qui aujourd'hui, à travers le djihadisme, est aussi totalitaire, basée sur l'hypertrophie de la religion. On peut se poser la question peut-être de savoir, Denis Sureau, Pierre Le Vigan ou Olivier François, si ces différents totalitarismes sont complets, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre totalitarisme dont on pourrait parler au XXe siècle, qui est le totalitarisme fasciste, qui lui a été basé sur l'État, mais qui a connu trois phases, grosso modo. Une phase avant la marche sur Rome, une deuxième phase durant le Ventennio, où le fascisme est associé à la monarchie, et puis le fascisme, disons, révolutionnaire de la dernière période de la République sociale italienne. Est-ce que ces différents totalitarismes vous semblent cohérents? Y a-t-il ces quatre totalitarismes, sont-ils consubstantiels à la modernité? Peut-on dire que le totalitarisme fasciste existe? Est-ce que ça vous semble galvaudé? Est-ce que ça vous semble un terme médiatique? Est-ce que ça vous semble au contraire relever d'une certaine vérité? Qu'en peut-on dire? Régime autoritaire, régime totalitaire, régime plébiscitaire? Comment voyez-vous, Denis Sureau, le fascisme historiquement, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de fascisme, mais on ne sait pas en fait véritablement ce que ça veut dire, à quoi ça renvoie historiquement? Est-ce que le fascisme est totalitaire? Et on reviendra après sur les différents totalitarismes, dont le totalitarisme économique actuellement. Bonsoir, chers auditeurs. Alors, vous savez, j'ai été un élève de Claude Paulin, qui a été un grand penseur du totalitarisme à partir de sa thèse L'esprit totalitaire. Il a également publié un petit que sais-je extrêmement intéressant. En 1982. Voilà. Et dans ce que sais-je, il se pose la question de savoir si un certain nombre de régimes méritent d'être qualifiés de totalitaires. Il commence par analyser le Portugal de Salazar, dans lequel il montre que c'est un régime effectivement autoritaire qui se prétend être tel, mais qui ne correspondait pas du tout aux critères d'un régime totalitaire. Ensuite, il passait à l'Espagne de Franco, où là aussi, les critères qu'il avait retenus ne semblaient pas s'appliquer. Il passait ensuite à l'Italie fasciste, où là, effectivement, il y avait des éléments totalitaires, mais il semblait néanmoins qu'il y avait d'autres éléments qui manquaient, même si, à l'époque, Mussolini prenait le mot totalitaire en bonne grâce et il pouvait revendiquer effectivement avec un hyper-étatisme venant d'un hegelianisme de gauche, de droite plutôt. Mais voilà. Oui, ça renvoie notamment à la formule de Giovanni Gentile, qui a été l'un des théoriciens et proche du régime, qui disait « tout dans l'État, rien contre l'État, rien sans l'État ». Est-ce que cet étatisme totalitaire partiel, si j'ose dire, comme vous le dites vous-même, peut revêtir d'autres caractéristiques dans les autres totalitarismes dont vous parlez? Les autres totalitarismes, évidemment, ils passaient ensuite au national-socialisme, où là, effectivement, il y avait beaucoup de critères pouvant qualifier ce régime de totalitaire, et puis, évidemment, le communisme soviétique, qui lui paraissait, à ses yeux, donc le modèle, en fait, du totalitarisme, le totalitarisme dans sa forme la plus pure. Alors, à partir de là, il a développé toute une analyse dans laquelle, bon, il manquerait peut-être un peu de temps pour le développer, mais pour lui, en fait, le totalitarisme est un phénomène typiquement moderne qui ne peut pas être assimilé à une sorte de super-despotisme. En cela, il se distinguait complètement des analyses de son ancien maître Raymond Aron, mais aussi des analyses, par exemple, d'Hannah Arendt, dans les origines du totalitarisme. J'ai vu dernièrement qu'il y a un livre qui critique aussi l'analyse d'Hannah Arendt, qui montre un certain nombre de faiblesses.
Pour lui, le totalitarisme s'enracinait dans la modernité avec, d'une part, un matérialisme et un athéisme radical, un individualisme égocentrique et puis une recherche en fait de l'intérêt individuel conduisant à la lutte de tous contre tous. Et dans ce il soulignait dans une des caractéristiques du phénomène totalitaire, c'est en fait un certain consensus dans cette guerre de tous contre tous. Voilà, bon, après on pourra développer d'autres thèmes. Olivier François. J'aimerais ajouter à ce que dit Denis Sureau, il se trouve que récemment j'ai relu quelques pages d'un grand livre de Victor Klemperer, linguiste allemand, qui a analysé, qui a tenu un journal entre 1943 et 1945, où il notait les évolutions du langage au sein de la société allemande, dans la presse du régime évidemment, mais aussi dans le langage commun, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est pour ajouter à ce que dit Denis Sureau sur le caractère moderne du totalitarisme, est-ce qu'il remarquait que dans le discours nazi, il y avait beaucoup une rhétorique de la volonté. Nous voulons, nous construisons, il faut vouloir l'Allemagne. Alors même que la pensée conservatrice, il se trouve que je vais bientôt organiser un colloque Maurras, nous en parlerons prochainement. Nous en reparlerons plus tard, effectivement. Au centre de la pensée conservatrice réactionnaire, j'aime pas le terme réactionnaire, enfin, conservateur aussi est ambigu. Mais prenons quelqu'un comme Maurras, c'est un penseur de la dette. Nous ne voulons pas, nous héritons, et nous devons essayer autant que possible d'être de bons héritiers et d'être de bons jardiniers, en quelque sorte. Là, c'est moi qui interprète. Donc je pense qu'on peut en effet montrer que dans les trois totalitarismes, le fascisme est un cas un peu ambigu, parce qu'à mon avis, la société italienne a résisté davantage à... Quand vous parlez des trois totalitarismes, vous faites allusion au totalitarisme nazi, au totalitarisme communiste et dans une certaine mesure, le totalitarisme fasciste. Dans une certaine mesure, puisque en effet, Mussolini prétendait être un totalitaire, même s'il a échoué de fait à domestiquer et à totalitariser la société italienne, qui a bien résisté, y compris dans ses différences religieuses, linguistiques. Voilà. Alors, Pierre Le Vigan, justement, je disais qu'il y avait hypertrophie finalement des trois fonctions duméziliennes tout à l'heure. On sait que Georges Dumézil a parlé de la première fonction qui régissait les sociétés traditionnelles, qui était la fonction spirituelle, la deuxième fonction qui était la fonction guerrière ou politique, et la troisième fonction qui était la fonction économique. Or, on retrouve dans les différents totalitarismes des hypertrophies de ces trois fonctions. Évidemment, dans la fonction spirituelle, hypertrophie de la religion, on retrouve l'islamisme. Dans l'hypertrophie de la race, on retrouve le totalitarisme nazi. Dans l'hypertrophie de l'État, on retrouve dans une certaine mesure le fascisme, et dans l'hypertrophie de l'économique, on peut retrouver aussi finalement le capital et la marchandise qui sont aujourd'hui régulateurs des différentes sociétés occidentales. Alors, sur le totalitarisme, d'abord, avant de parler du totalitarisme économique, parlons des trois premiers totalitarismes, communisme, fascisme, national-socialisme. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que Olivier François et Denis Sureau ont pu dire? Alors, l'analyse en termes d'hypertrophie, on la doit à Raymond Abellio. Et effectivement, c'est tout à fait intéressant de voir qu'on peut analyser un certain nombre de régimes, d'ailleurs comme l'avait fait Aristote, par leurs exagérations. Et effectivement, le communisme, c'est l'exagération de la fonction économique qui est censée trouver sa résolution parfaite. Par le socialisme et ensuite par le communisme, et tout le reste sera satisfait ensuite, c'est-à-dire que le communisme n'inclut pas finalement le besoin de sacré, ce qui se rapprocherait le plus, tout en étant quand même très éloigné du besoin de sacré, serait tout simplement le besoin d'éducation et de culture. Mais une culture sans sacré, c'est tout de même quelque chose de relativement mutilé. Et effectivement, pour le communisme, l'abondance amènera à l'éducation pour tous. La catégorie de sacré n'a pas besoin d'être satisfaite, puisqu'au fond, elle serait un leurre, hein, et donc le besoin de sacré et le besoin de religion disparaîtront. Donc il y aura éducation, il y aura concorde, puisque finalement, la discorde dans la société n'a que des raisons économiques, et donc en fait,
l'instance du politique n'est pas pensée, puisque finalement les conflits politiques n'existent pas en tant que tels, ils ne sont que des traductions de conflits économiques, et quand la société sans classe connaîtra son avènement, eh bien en fait il n'y aura plus de conflits politiques qui ne sont que des conflits liés aux sociétés de classe. Voilà. Alors ça c'est le communisme. Alors voilà. Alors ensuite le totalitarisme religieux, vous en avez... L'islamisme djihadiste. Voilà, vous avez évoqué l'une de ses composantes actuelles, qui peut être l'islamisme. En d'autres époques, il peut y avoir un totalitarisme religieux chrétien, bien entendu, catholique ou protestant ou autre, etc. Ou juif. Bien entendu, ça peut aussi exister. Et donc, en l'occurrence, la question, effectivement, du totalitarisme fasciste se pose. Alors, effectivement, le totalitarisme fasciste ne nie pas en quelque sorte l'existence de trois fonctions, la fonction sacrale qui est en même temps la fonction de souveraineté, avec une adéquation entre le sacral et le souverain qui n'est pas une affaire totalement simple à résoudre, la fonction militaire et la fonction économique. Alors, dans le totalitarisme fasciste, la fonction militaire ne devient pas la fonction principale. C'est pour cela que les régimes militaires, comme les multiples dictatures sud-américaines, par exemple, que tout le monde peut avoir en tête, ces régimes ne sont pas, en fait, des régimes fascistes. Et quand des régimes tendent vers le fascisme ou sont fascistes, précisément, ils ne sont pas des régimes militaires. Par exemple, Juan Perón a été militaire, mais sa dictature n'est pas à proprement parler une dictature militaire, comme il y en a eu une en Argentine avec, par exemple, Videla. Et ça, alors justement, Pierre Le Vigan, de la même façon que Léo Strauss parlait de réduction ad Hitlerum, la réduction à Hitler pour tous les régimes autoritaires ou totalitaires, et qui ont droit à cette appellation abusive, est-ce qu'on peut dire quand même que dans le totalitarisme nazi, il y a une hypertrophie convulsive guerrière qui, justement, hypertrophie cette fonction politique au détriment des autres fonctions spirituelles, économiques, sociales? Alors, en fait, l'hypertrophie que l'on constate dans les totalitarismes fascistes et nazis, alors après j'expliquerai effectivement ce qu'il faut en penser, c'est une hypertrophie en fait du nationalisme, avant tout, qui est en fait un mélange de nationalisme et d'idéologie finalement messianique, assez proche finalement de ce qu'avait proposé la Révolution française. La Révolution française avait expliqué que la France était pionnière, était le pays pionnier en quelque sorte pour apporter la liberté au monde. En fait, l'Italie fasciste se veut le phare de la Méditerranée et l'Allemagne nationale-socialiste se veut au minimum le phare de l'Europe et le guide de l'Europe. Donc il y a une reprise finalement d'éléments messianiques qui ont été portés au paroxysme finalement sous la Révolution française et à certains égards sous le Premier Empire français. Peut-on parler à votre avis de jacobinisme rouge pour le communisme, de jacobinisme brun pour le national-socialisme, de jacobinisme noir pour le fascisme? Ou est-ce que ça vous paraît là aussi une facilité de langage? De jacobinisme noir, vous voulez dire pour le fascisme italien? Oui, oui. Bon, alors il faut se méfier des références en termes de couleurs, mais alors je reprendrai en bonne partie la notion de jacobinisme rouge pour le communisme, sachant évidemment qu'il y a quand même une particularité qu'il faut bien rappeler, des totalitarismes du XXe siècle, ils sont quand même fondés sur la notion de parti unique. À l'époque jacobine, c'est-à-dire que ça nous renvoie évidemment à la Révolution française, il n'y a pas à proprement parler de parti politique, même si les sociétés, les montagnards, les girondins, le club des jacobins, préfigurent à certains égards des partis politiques. Ben, c'est tout de même pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à l'époque de la Révolution française, nous sommes au tout début de l'ère des masses, alors qu'au XXe siècle, nous sommes en plein dans l'ère des masses, et nous y sommes encore au XXIe siècle. En l'occurrence, jacobinisme brun pour le national-socialisme allemand, pourquoi pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fascisme italien,
pour revenir sur cette différence qui est quand même assez essentielle que Olivier François et M. Sureau ont évoqué, c'est que le paradoxe, c'est que le fascisme italien, avec Mussolini, se réfère doctrinalement au totalitarisme. Le national-socialisme allemand, le national-socialisme hitlérien ne se réfère pas au totalitarisme. Et pourtant, concrètement, il est plus totalitaire que le fascisme. Pratiquement, dans sa pratique, il a été plus totalitaire que le fascisme. Ouais. Voilà. En l'occurrence, c'est vrai que Mussolini a accepté des compromis avec la monarchie. La question ne se posait pas avec le national-socialisme hitlérien. En fait, il a accepté dans un premier temps un relatif compromis avec Hindenburg, qui est mort en 1934. Donc après, le problème, si j'ose dire, a été résolu. Olivier François. Juste pour ajouter à Pierre Le Vigan, ce qu'il disait sur la référence au jacobinisme est très importante pour Lénine, pour les bolcheviks. Tout au long de la guerre civile, Lénine emploie le terme Vendée quand il parle des révoltes paysannes. Il faut écraser ces Vendées. L'un des premiers, on chante la Marseillaise dans les meetings bolcheviks. C'est intéressant. Les bolcheviks chantent la Marseillaise. Plus d'ailleurs que l'international. Comme anticipation, c'est la Marseillaise. Je crois que l'un des premiers grands bateaux navires de la flotte rouge est intitulé le Marat. Ouais. Et c'est pas des, vous voyez, c'est des petits éléments que je trouve intéressants, que ça montre que chez Lénine, ils sont obsédés par la référence à la Révolution, et ça va jusqu'à, par exemple, les insultes qui s'échangent entre Staline et Trotsky après la mort de Lénine. C'est que l'un va accuser Staline d'être un futur Bonaparte, Staline va accuser Trotsky d'être un Giroutin ou un futur Bonaparte aussi. Donc vraiment, ils sont prisonniers en quelque sorte de ce passé et de cette référence à la Révolution française. Et de tout cet imaginaire. Et de tout cet imaginaire, exactement. Comme la Révolution était liée à cet imaginaire spartiate ou à l'histoire antique, romaine ou grecque, les bolcheviks, eux, sont liés à cet imaginaire, l'imaginaire de la Révolution française. Et comme le dit justement Olivier François, effectivement, la référence à Marat est très importante, et non pas la référence à Robespierre. Même si parce que Marat est quand même beaucoup plus radical. Il fait l'apologie du sang, alors que Robespierre, qui certes, concrètement, n'est pas un enfant de cœur, a une part de responsabilité, bien entendu, dans la terreur, dans la loi de Prairial, etc. Mais Robespierre est en quelque sorte un centriste. Il est toujours en train d'essayer d'éliminer son aile droite et ensuite son aile gauche, ou le contraire. Ça évoque un peu d'ailleurs ce qu'a fait Staline, avec un coup sur son aile gauche, un coup sur son aile droite, l'aile gauche Boukharine, Kamenev, Zinoviev aussi, enfin bref, un coup à droite, un coup à gauche. Et effectivement, Marat, au début, est une figure qui inspire les bolcheviks russes de 1917-1921. Alors, Denis Sureau, vous parliez de Claude Paulin, que vous avez bien connu, vous parliez de son livre « L'esprit totalitaire » paru en 1977, puis de son petit « Que sais-je » paru en 1982. Je me souviens qu'il disait à l'époque que, autant dans le premier, il dénonçait la matrice égalitaire ou égalitariste qui est dans le totalitarisme, et qu'il avait un peu évolué après, et s'était rendu compte que, certes, l'égalitarisme était bien présent dans le totalitarisme, mais que finalement l'individualisme était peut-être encore plus puissant et plus fort que cet égalitarisme, sachant qu'évidemment, la critique anti-égalitaire qui réduit à l'égalité à ce qu'il peut y avoir de pire, et inéluctablement peut être instrumentalisée par une inégalité de type social que le capitalisme libéral, par exemple, engendre. C'est ce qu'on appelle le darwinisme social. Alors, est-ce que cet égalitarisme totalitaire qui est passé à l'individualisme totalitaire, est-ce que vous pensez que Claude Paulin a bien montré ses répercussions et ses conséquences ? Alors écoutez, je pense que d'abord, certaines de ces analyses, effectivement, je pense, ont évolué. Il y a des éléments de sa critique du communisme soviétique qui me paraissent un peu problématiques depuis l'effondrement de l'URSS. Comment expliquer en fait aujourd'hui que la société russe soit aussi différente que la société soviétique, si je puis dire. Quelle était la thèse de Claude Paulin sur cette question ?
pour lui, le communisme, c'est vraiment le destin final de l'évolution de la modernité, et que c'est un régime en fait qui reposait quand même sur un consensus, à savoir que chacun se satisfaisait de sa médiocrité, dans la mesure où, par exemple, il ne fallait pas trop travailler, mais bon, on avait son travail assuré, hein, il n'y avait pas de chômage. Il aimait beaucoup les livres d'Alexandre Zinoviev, hein, Les hauteurs béantes, L'avenir radieux, qui décrivait de façon très concrète, et à travers un regard très sociologique, la société russe. Je pense que là, qu'aujourd'hui, on ne peut pas appliquer son schéma à la société russe post-soviétique. Donc là, j'aurais tendance à prendre quelques distances avec cette analyse. Mais sur le fond, à la matrice fondamentale du totalitarisme était pour lui l'homo economicus. Ce qui fait qu'on peut trouver l'homme réduit à sa fonction économique. Réduit à sa fonction, qui recherche effectivement le moi, qui recherche son propre intérêt matériel et qui rentre en compétition avec les autres. Voilà, on pourrait aussi développer des analyses à partir, par exemple, dans l'égalitarisme, il y a une compétition de l'accès à l'égalité pour tous, où chacun envie le voisin parce qu'il veut être plus égal que lui et il ne peut pas l'être. Dans l'individualisme, on retrouve de manière totalitaire la guerre de tous contre tous, puisque chacun, en quelque sorte, se définit par rapport à lui-même et plus du tout par rapport à la communauté, à la cité, à la société. Oui. Et ça génère un égoïsme qui potentiellement peut être totalitaire. Il me semble qu'il y a une hypertrophie de la lutte des peuples, en fait, qui caractérise le fascisme italien et le national-socialisme allemand, hein, pour le coup, à mettre sur le même plan, même si le fascisme italien s'est montré parfaitement inapte dans cette lutte des peuples, puisque ne serait-ce que face à la Grèce, les Italiens ne sont pas arrivés à grand-chose. Mais sur le fond de l'idéologie, il y a vraiment une hypertrophie de la lutte des peuples, et finalement, c'est le principe de l'individualisme élevé au niveau de la nation que l'on retrouve. Hein, l'individualisme libéral, c'est la compétition de tous contre tous. La compétition est finalement donc le refus de la coopération, c'est-à-dire qu'on est dans la recherche systématique de domination. Hein. Et finalement, élevés au stade de la nation, les fascismes ont développé la même logique. Hein, entre nations, eh bien, c'est à qui sera le plus fort, et il n'y a pas possibilité de coopération, de ce que certains, par exemple, ont pu appeler le co-nationalisme, hein, qui serait un nationalisme qui ne serait pas dirigé contre les autres nations, qui serait un nationalisme d'intensification de l'être des nations, et non pas de développement extensif au détriment des autres peuples. Hein. Et donc, non, avec effectivement le nationalisme hitlérien, on est dans la volonté de domination, c'est assez systématique. On peut même parler d'instrumentalisation du concept de volonté puissante chez Nietzsche, puisque Nietzsche, évidemment, ne peut pas être considéré comme pré-nazi, mais peut être considéré, en revanche, comme quelqu'un philosophiquement qui a été récupéré par le régime nazi pour justement mettre en avant ce concept de volonté de puissance ou ce concept de surhomme, par exemple, dans le national-socialisme. Oui, effectivement, le concept de volonté de puissance chez Nietzsche débouche pour Nietzsche sur l'apologie de la création artistique, de l'épanouissement des valeurs d'exigence vis-à-vis de soi, hein, c'est-à-dire les valeurs aristocratiques. Et effectivement, cela récupéré et instrumentalisé par le national-socialisme hitlérien, d'ailleurs, l'hitlérisme étant en fait le national-socialisme réellement existant, mais il faut savoir qu'effectivement, il y avait d'autres tendances dans le national-socialisme qui n'étaient pas forcément hitlériennes, mais il se trouve qu'elles n'ont pas eu
d'incarnation historique. Donc le national-socialisme concret, finalement, c'est l'hitlérisme, voilà, mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il pouvait y avoir d'autres variantes du national-socialisme, qui ne débouchaient pas forcément sur l'hitlérisme que nous avons connu. Mais on peut peut-être dire que le noyau que... central du national-socialisme est quand même le matérialisme biologique qui réunit finalement toutes les grandes tendances du national-socialisme. En tout cas, le noyau central de l'hitlérisme, c'est effectivement un certain darwinisme racial. Finalement, le darwinisme social est transformé en darwinisme racial. Voilà, c'est surtout ça qui est à retenir, avec un vitalisme inspiré de Nietzsche, mais c'est une inspiration qui n'est pas fidèle, et c'est ce qu'a expliqué Martin Heidegger en critiquant à la fois Nietzsche sur le fond, mais aussi, et peut-être plus encore, en critiquant le travestissement de Nietzsche qu'ont essayé, en tout cas, d'opérer les nationaux socialistes. Et paradoxalement, les plus théoriciens, les plus idéologues au sein du national-socialisme vont être très vite remplacés par de purs techniciens, par les ingénieurs, par les militaires, alors il y a quelques rêves d'Himmler avec ses châteaux de l'ordre SS, etc. Comment s'appelle l'auteur du mythe du XXe siècle? Donc Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg est assez marginalisé, Walter Darré aussi. Il y a une phrase de Guy Debord que j'apprécie sur le national-socialisme, qu'il faut d'ailleurs retourner. Parce que Guy Debord expliquait, je crois que c'est dans les commentaires sur la Société du spectacle, me semble-t-il, je ne sais plus, peu importe. Il disait, au fond, le national-socialisme, c'est un archaïsme sous les oripeaux de la technique. Moi, je pense que c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que c'est un technicisme et c'est une volonté de faire rentrer l'Allemagne dans la modernité, les autoroutes, etc., sous les oripeaux de l'archaïsme. Un prométhéisme. Un prométhéisme. Derrière les défilés de Nuremberg. Un titanisme. Derrière les défilés de Nuremberg, où on voit d'ailleurs des gens habillés en chevaliers germaniques, chevaliers teutoniques, il y a les autoroutes, il y a les centres de loisirs. Frédéric Rouvillois a écrit un très bon texte, d'ailleurs, je crois au CERF, paru il y a 5 ans, sur Utopie et nazisme, où ils montrent cet aspect vraiment, au fond, ça annonce quasiment le Club Med, avec plus de blonds que de bronzés. Et cela annonce aussi l'hygiénisme, et d'ailleurs, notamment les folies d'enfermement covidiste que nous avons connues pendant au moins 2 ans. Il faut savoir que, par exemple, c'est anecdotique, mais c'est une anecdote qui en dit beaucoup. Himmler avait, parmi ses projets, d'éliminer les moustiques d'Allemagne. Voilà, donc, alors c'est pas de l'écologie holistique qui considère que finalement chaque espèce animale a son rôle. Non, mais c'était vraiment terrasser les moustiques. On est vraiment dans le pur hygiénisme. C'est assez caractéristique. Pensez au maoïsme d'ailleurs. Alors, plusieurs messages d'auditeurs. Un auditeur nous dit, en 1936, il y a les Jeux Olympiques en Allemagne. Des centaines de milliers de touristes arrivent à Berlin. Ils sont enchantés d'après les journaux français. Alors ça, c'est une observation qu'on pourrait longuement méditer et qu'on pourrait discuter parce que il faut savoir que le régime a fait disparaître l'essentiel de la propagande antisémite au moment des Jeux Olympiques pour donner une image présentable et aseptisée. Donc voilà, c'est un moment de la propagande nationale-socialiste aussi que de présenter l'Allemagne comme beaucoup moins national-socialiste qu'elle ne l'était. Alors, un autre auditeur nous dit, dans l'ouvrage « La tragédie des soldats juifs d'Hitler » aux éditions de Fallois, l'auteur a fait un stage dans l'armée israélienne. On dit qu'il y avait dans l'armée allemande entre 120 000 et 160 000 soldats juifs, 25 généraux juifs, un amiral, un maréchal, fils de rabbin, qui était ministre de l'air, et un autre maréchal qui tutoyait Hitler. Bon, c'est sans doute vrai, mais est-ce que c'est d'une importance cruciale ou d'une importance capitale? C'est pas forcément le cas. Donc, vous savez, alors pour montrer le volontarisme, c'est Fritz Lang, Goebbels parlant, je crois Fritz Lang, qui dit, mais quand même, moi j'ai quelques origines juives, mais rassurez-vous, c'est nous qui décidons qui est juif ou pas. Pour montrer le volontarisme, le caractère gratuit aussi de ce nihilisme relevé par Hermann Röchling du national-socialisme. Alors, après avoir parlé du totalitarisme communiste, nazi et partiellement fasciste, aujourd'hui se pose la question de savoir s'il y a un totalitarisme marchand
un totalitarisme économique, un totalitarisme managérial, un totalitarisme qui se fonde sur le primat de l'économie au détriment du politique et du spirituel, qui aujourd'hui régule en quelque sorte toutes les consciences et tous les individus, les peuples, etc. Est-ce que on peut parler, à votre avis, Denis Sureau, ou est-ce que ça vous paraît exagéré, de totalitarisme économique, c'est-à-dire d'hypertrophie de l'économisme marchand dans les sociétés occidentales? Si on revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la matrice du totalitarisme politique, c'est un économisme, un individualisme, une recherche des intérêts matériels, de la guerre de tous contre tous, dans la poursuite, effectivement, Eh bien, oui, par voie de conséquence... Mais je serais même tenté de dire, Denis Sureau, que c'est même à la limite, si vous donnez cette définition, si Claude Paulin donne cette définition, ça serait donc le paroxysme du totalitarisme. Oui, parce que le fascisme, le national-socialisme ou le communisme ne répondent pas entièrement à ces critères qui sont précisément ceux de la société capitaliste. Oui, oui, tout à fait. D'une certaine façon, le totalitarisme est, je dirais, ça c'est presque un paradoxe, mais apolitique, au sens d'une négation de ce qu'est ou ce que devrait être le politique. Donc, effectivement, alors, quant à la réalité concrète du totalitarisme managérial, bon, effectivement, il y a des pratiques qu'on retrouve dans tous les régimes, notamment de contrôle, bon. Cela dit, la société de contrôle, de surveillance, la biométrie, le tout-État, on l'a vu avec le Covid et avec Macron, c'est aussi une tentative expresse de l'État de mettre sa main dans celui du marché. C'est-à-dire que le marché et l'État marchent ensemble, comme d'ailleurs depuis toujours. Et quand Violaine Descourrières écrit dans le management totalitaire, des managers tyranniques qui appliquent sans réfléchir des consignes souvent absurdes venant d'en haut, des salariés épuisés sous une pression permanente, des PDG murés dans un système quand d'autres sont pris au piège, des exigences de rentabilité d'actionnaires souvent hors de portée, pratiques arbitraires d'évaluation, sélection par le comportement, réformes inspirées par des théoriciens de l'université Harvard, de process en reporting, le travail tend à se reformer en un remake des temps modernes. Est-ce que ça vous paraît exagéré ou est-ce que ça vous paraît correspondre à une certaine réalité, Olivier François? Ça me paraît évidemment correspondre à une certaine réalité. Je dirais, parce que quand vous parlez de totalitarisme, pour nos auditeurs, beaucoup pensent à des gens avec des chemises et des matraques. Au totalitarisme brut. Au totalitarisme brut et à un manque de liberté d'expression. Il se trouve que nous parlons à Radio Courtoisie et qu'il y a des gens qui nous entendent et il ne faut pas être arrêté dans la nuit par la GPU ou la Gestapo. Si par contre, on entend le totalitarisme comme la fin du totalitarisme, la création d'un homme nouveau, d'une race nouvelle, eh bien, pourtant je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai pu voir tout au long de ma vie, depuis que j'ai 20 ans, en 30 ans, une nouvelle humanité en quelque sorte, ou en tout cas des ébauches d'une nouvelle humanité. Je les ai devant les yeux quand je suis dans la rue, quand j'allume mon poste de télévision, quand ça m'arrive ou que je regarde Internet. Il faut se souvenir de ce qu'a pu être la France de notre enfance, de voir les créatures, les mutants même que nous voyons désormais dans la rue, et qui sont évidemment les produits de la société marchande en partie. Et du déracinement final dont l'outil a été l'école, a été la publicité, a été le formatage médiatique, etc. etc. Pierre Le Vigan, est-ce qu'il existe un totalitarisme soft, un totalitarisme doux, un totalitarisme insidieux, qui est précisément le totalitarisme de la consommation, le totalitarisme aujourd'hui des objets, de la régulation par le marché? Est-ce que c'est finalement un totalitarisme plus dangereux que les totalitarismes bruts, les totalitarismes forts, comme le national-socialisme ou le fascisme, ou est-ce que ça vous paraît être aussi un totalitarisme, aussi important et aussi malheureusement détestable? Alors, il y a des phénomènes de nature extrêmement différente. Ce qui a caractérisé les régimes totalitaires du XXe siècle, bon, le communisme soviétique, le national-socialisme hitlérien et en partie le fascisme italien, c'est qu'il y avait malgré tout un idéal. Même le régime qui se voulait scientifique, donc qui pouvait apparaître le plus éloigné finalement d'une éthique,
d'une proposition morale, à savoir le communisme, avait en fait un idéal, puisque finalement il fallait être un bon communiste. Il y avait toujours la notion d'excellence, la notion de se dépasser, être toujours plus un bon communiste. Donc finalement, tous ces régimes étaient idéalistes. Finalement, c'est toujours le toujours plus. En d'autres termes, aucun de ces régimes n'était nihiliste. D'accord ? Aucun de ces régimes n'était nihiliste. Ce qui caractérise la situation actuelle, c'est fondamentalement que l'oligarchie dominante nous fait croire qu'en fait, il n'y a qu'un domaine où il y a des enjeux, c'est le domaine économique, et que ces enjeux consistent à ne pas changer le fond des choses, le fond même des pratiques économiques, mais à être compétitif. Voilà. Et donc, en fait, il y a une volonté de dépolitisation, de ne laisser comme champ de bataille que le champ économique, où il s'agit en fait d'être les meilleurs sans changer les règles du jeu. Or, en fait, évidemment, cette situation aboutit à pérenniser le pouvoir de l'oligarchie et à développer un nihilisme, parce que si l'économie est la seule valeur, ça veut dire que finalement l'argent est la seule valeur. Donc ça, c'est quand même une différence absolument fondamentale avec les totalitarismes politiques, puisque ces totalitarismes politiques proposaient un idéal, certes très discutable, certes parfaitement totalitaire et contraire à la pluralité qui doit exister dans les sociétés et à la possibilité qui doit exister de proposer différents types moraux aux populations. Là, effectivement, il y avait, en Italie, par exemple, il y avait une école de la mystique fasciste. En Allemagne, on sait très bien qu'il y avait toute une série de journaux du Parti national-socialiste qui développaient une idéologie à laquelle il était quasiment inévitable de se conformer pour ne serait-ce que faire carrière ou avoir un travail, à moins de rester vraiment tout en bas de l'échelle. Mais effectivement, on n'était pas dans le nihilisme. Donc là, effectivement, à mon avis, ce qui se passe depuis 30-40 ans, c'est vraiment la réduction du politique à l'économique, la disparition de ce qui a été longtemps l'un des éléments du politique, c'est-à-dire la dimension sacrée, qui a complètement disparu, dont l'existence est totalement niée. Et donc, effectivement, pour ma part, j'appelle ça du nihilisme. Voilà. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un livre « Achever le nihilisme », voilà. Je le précise à nos auditeurs. Et ce nihilisme, à mon sens, rétrécit l'homme, rabougrit l'homme, et le ramène à ce que l'homme a de plus trivial. Alors Denis Sureau, justement, est-ce que le piège, justement, ne serait pas de tomber dans celui qui un petit peu nous préoccupe aujourd'hui, à savoir le totalitarisme politique, national-socialiste, fasciste partiellement et communiste, puis aujourd'hui économique, et de déresponsabiliser en quelque sorte l'État aujourd'hui de toute forme de prémisse totalitaire, dans la mesure où ce serait l'économisme qui dominerait, où l'État finalement n'existerait pas, alors que l'économisme libéral ne peut pas exister, durer, c'est une utopie aussi. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'État un service par rapport au marché, dans le marché, une alliance avec l'État? Et est-ce que Macron et le gouvernement macronien n'ont pas, pendant le Covid, par exemple, essayé d'instiller une certaine forme de totalitarisme soft, qui est de moins en moins soft d'ailleurs? Oui, en fait... On oppose parfois le libéralisme et l'étatisme, mais la croissance régulière de l'État par rapport à la société sont une conséquence de la progression du libéralisme dans les sociétés. Et ça, bon, c'est une chose qu'il faut... Parce que le libéralisme, c'est toujours servi de l'État pour s'imposer, notamment pour s'imposer pour casser voilà, les solidarités organiques, les communautés intermédiaires. Voilà, bon, ça fait plusieurs siècles que le processus est engagé. Donc, on ne peut pas, en fait, opposer une sorte de libéralisme qui s'intéresse, qui réduirait l'État à peu de choses, à un super étatisme. En fait, le libéralisme est étatiste par nature depuis le début. Mais si on va jusqu'au bout,
le libéralisme étant fondamentalement une utopie, il peut se réaliser dans une certaine mesure par sa pratique marchande et régulatrice des comportements sociaux et humains, comme c'est le cas actuellement, mais il a besoin de l'État pour pouvoir exister, parce que le libéralisme économique pur, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Il faut forcément, pour pouvoir l'encadrer, qu'il y ait un État qui lui permette d'exister. Oui, mais il y a un pays dans le monde où il y a à la fois une hypertrophie de l'économique. Je vois ce que vous voulez dire. Une hypertrophie de l'État. C'est la Chine. C'est la Chine, oui. Qui est un modèle absolument fascinant. Florence Moncorbier avait parlé de communisme de marché. Est-ce qu'on pourrait l'appliquer à la Chine, notamment? Oui, je pense. Oui, complètement. Oui. Alors, nous reprenons notre émission. Le thème de ce soir, du totalitarisme politique au totalitarisme économique aujourd'hui. Invité aujourd'hui dans le studio, Denis Sureau, directeur des lettres Chrétiens dans la Cité et Transmettre, collaborateur au magazine La Nef. Ça sera d'ailleurs une question que je vous poserai après, Denis Sureau, de savoir si le christianisme, quand il est instrumentalisé historiquement, peut-il tomber, comme le disait Pierre Le Vigan-Teller, dans le totalitarisme? Et en revanche, s'il est appliqué de manière fidèle à ce qu'il est-ce qu'il ne peut pas être justement le meilleur ennemi du totalitarisme? Je présente les autres invités. Pierre Le Vigan, philosophe, essayiste, auteur des ouvrages Le Grand Empêchement et Éparpillé façon puzzle, Macron contre le peuple et les libertés, publié aux éditions Perspectives Libres, et Olivier François, chroniqueur et collaborateur à la revue Les Morts. Je vais passer la parole à Olivier François, mais juste avant, christianisme et totalitarisme, est-ce qu'il y a historiquement compatibilité ou est-ce que ontologiquement c'est de toute façon antagoniste? C'est antagoniste par définition. Je veux dire, d'abord, le totalitarisme n'est né qu'à partir du moment où les sociétés occidentales se détachaient du christianisme. Parce qu'en fait, c'est... Comme je disais tout à l'heure, si effectivement la matrice du totalitarisme, c'est la recherche de l'intérêt matériel, individuel, c'est une recherche qui n'est possible que si on a abandonné toute idée d'une fidélité transcendante, une recherche d'un bien commun de nature morale et spirituelle pour les sociétés. Donc pour moi, en fait, ce sont deux choses absolument radicalement contradictoires. Même si certaines formes, dans le cas, mais on fait très bien, même dans la théologie, le rôle que joue la parodie. Je ne sais plus quel saint disait que le diable était le singe de Dieu. Oui. Et on voit très bien que dans le totalitarisme, il y a une volonté aussi de parodier les églises. L'Église, c'est-à-dire par la liturgie totalitaire, il y a une liturgie totalitaire, il y a un sacré totalitaire, il y a des icônes. Bernaïev a parlé, par exemple, de totalitarisme comme d'essence satanique. Exactement. Joseph de Maistre avant lui aussi. Mais c'est pour ça que c'est lié. Enfin, en partie, c'est qu'il se définit aussi par rapport à ce grand héritage chrétien qui va aussi évidemment déterminer les formes que, notamment en Russie soviétique, va prendre le totalitarisme. Alors, avec une volonté même de reprendre à son compte certaines pratiques religieuses, presque pour les blasphémer, pour les salir de l'intérieur. Pierre Le Vigan. Pour ma part, je pense que les totalitarismes politiques que nous avions évoqués au XXe siècle, alors, ont pris acte en fait d'une déchristianisation qui était déjà bien engagée et ont réellement voulu créer une religion politique. C'est-à-dire qu'ils ont pris acte de cette déchristianisation et ont intégré le fait que l'homme a besoin de sacré, et là c'est, on peut dire, une analyse qui a été plus pertinente que celle des communistes, qui ont nié ce besoin de sacré, tout en produisant malgré tout, il suffit de voir leurs affiches et leur art, au fond, un imaginaire qui n'était pas dépourvu d'une certaine sacralité, même s'ils ne l'avouaient pas. Y compris en inventant des miracles. Mais il se trouve que, absolument, des miracles parfois technologiques, complètement, pour le coup, imaginaires. Parodiques. Mais effectivement, les régimes totalitaires, fascistes ou nationaux-socialistes ont été, selon l'expression d'Emilio Gentile, à propos de l'Italie, des religions politiques. Réellement, ça a été indiqué systématiquement dans toute la doxa. Il s'agissait de croire, obéir, combattre. Croire, c'est bien, on est bien dans le registre de la foi. Alors, Olivier François, donc je pense que c'est un moment de la modernité où je pense que les régimes fascistes ont eu la pertinence de comprendre
qu'avec la modernité, nous perdions du sacré. Et évidemment, leur erreur, ça a été de vouloir le remplacer par un sacré substitutif, parodique, de substitut et hyper politisé, alors que le sacré, c'est une notion qui a une dimension politique, mais qui a aussi une dimension existentielle, une dimension de rapport à la nature, une dimension beaucoup plus subtile, qui ne se réduit pas aux politiques et encore moins à l'adoration d'un chef charismatique. Est-ce que ce ne sont pas justement, Olivier François, les fameuses vertus devenues folles, les vertus chrétiennes devenues folles de Chesterton? C'est certainement en partie. Moi, j'aimerais revenir quand même sur, on parlait de la Chine tout à l'heure, parce que s'il y a eu un comble du totalitarisme, c'est bien le maoïsme chinois quand même. D'abord en termes de mort, mais même du point de vue du fonctionnement. Il se trouve que j'avais, il y a une dizaine d'années maintenant, écrit un article sur Simon Leys, qui a été un des grands dénonciateurs et donc des grands révélateurs de l'horreur maoïste en France, en Europe. Il faut savoir qu'en France, en plus, ça a été très difficile pour lui, parce qu'à l'époque, toute l'intelligentsia, y compris de droite d'ailleurs, était très complaisante envers le maoïsme. Et là, dans le maoïsme, alors, on parlait du sacré tout à l'heure, par exemple, à la fois le volontarisme, la sacralisation du dirigeant et de la parole du dirigeant, c'est-à-dire qu'il fallait réciter, comme on récite la prière du cœur chez les orthodoxes ou le chapelet chez les catholiques, la pensée Mao Tse-tung. Il y a là quelque chose de tout à fait satanique, avec une volonté aussi d'éradiquer absolument et l'individu et la personne surtout, ne parlons pas d'individus, mais enfin, il n'y a plus que des individus additionnés, d'éradiquer la famille. Il avait été question, excusez-moi Olivier, il avait été question en Chine communiste de remplacer les noms par des numéros. Exactement. Voilà. Oui, pardonne-moi de t'avoir interrompu, mais c'est tellement flagrant. D'ailleurs, Simon Leys, je crois, cite cet exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça nous fait penser d'ailleurs, Olivier François, à la série Le Prisonnier. Exactement. Avec Patrick McGowan, bien sûr, qui s'appelle le numéro 6, bien sûr, oui. Et qui hurle, qui proclame « Je ne suis pas un numéro, non, je ne suis pas un numéro ». Il est réduit à un numéro dans un visage idyllique, idéalisé, angélique, superbe, et qui va justement patiemment, de façon extrêmement enchanteur et de façon extrêmement pacifiée, lui interdire toute forme de possibilité pour pouvoir sortir de cette île. Et maintenant, la Macronie veut nous réduire à un QR code. Oui, exactement. Alors justement, ça c'est la question. Oui, allez-y, Olivier François. Ne pas en finir avec les rapports entre le maoïsme et, en partie, vous parlez du christianisme tout à l'heure, il y a quand même l'inénarrable et un peu oubliée figure du père Jean Carbonel, le dominicain rouge, qui après un voyage en Chine avait déclaré « C'est formidable, mais la Chine maoïste, c'est un vaste couvent ». Il faut voir à quel point... Alors justement, Pierre Le Vigan, une auditrice nous demande comment pouvez-vous qualifier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de doux la terreur que nous avons subie pendant le coronavirus. Autrement dit... je ne l'ai pas qualifié de doux. Non, c'est moi qui l'ai qualifié de doux. Est-ce qu'on peut parler d'un totalitarisme doux dans le cas du totalitarisme économique tel qu'il se pratique aujourd'hui, lorsqu'il est associé à un État omniprésent qui sert ses intérêts, ou est-ce que c'est un totalitarisme soft, un totalitarisme doux qui existe parce que tout simplement l'État fait le minimum et le marché fait le reste et beaucoup plus finalement? Alors, moi je caractérise la période actuelle comme... non pas comme du néolibéralisme, on peut toujours après discuter des termes, mais j'emploie plutôt le terme de libéralisme ultra. Alors pourquoi non pas que l'État pèse de moins en moins, on voit très bien que l'État pèse lourd, il est très présent, les prélèvements obligatoires sont importants, même si dans les prélèvements il y a aussi beaucoup de redistribution, donc c'est une notion à manier avec prudence, mais surtout, la grande différence avec le libéralisme classique partait du principe qu'une société, c'est avant tout des individus, voire à l'extrême, comme disait Margaret Thatcher, que la société n'existe pas, qu'il n'y a que des individus, et que ces individus cherchent naturellement à maximiser leurs intérêts, et que cet instinct, c'est quasiment de l'ordre de l'instinct, cet instinct finalement amènerait si ce n'est un bonheur commun, du moins le moins de malheur possible. C'est ce qu'expliquait Adam Smith, qui dit que le boucher, finalement, va vendre de la bonne viande, non pas par altruisme, mais parce que finalement, c'est en vendant de la bonne viande, et si possible meilleure que la viande que vont vendre ses autres concurrents bouchers, qu'il va avoir la plus grande part du marché. Et donc, finalement, l'intérêt commun et l'intérêt du consommateur rejoint l'intérêt propre du boucher. Voilà. Mais il se trouve qu'à l'époque actuelle,
le libéralisme, après quelques décennies de Fordisme, c'est-à-dire de compromis entre... N'allons pas trop loin en arrière. De compromis entre entre le profit et la redistribution, ou d'État keynésien, relativement redistributeur, ou d'État-providence, pour le dire autrement, le libéralisme se rend compte que finalement, l'esprit de coopération, l'esprit communautaire n'a pas complètement disparu. Et donc, ce qui caractérise le libéralisme ultra, c'est la volonté maintenant de passer en force. C'est-à-dire que au final, l'individu cherchant à maximiser ses intérêts, ça ne correspond pas totalement à la réalité, eh bien, il faut que ça corresponde à la réalité. C'est pour ça que l'État intervient de plus en plus pour façonner l'individu, pour en faire un pur homo economicus. Puisque finalement, il ne l'est pas autant que la théorie libérale le souhaiterait. Donc il s'agit maintenant de le transformer en force. Donc il s'agit, puisque les hommes ne sont pas complètement interchangeables, de les rendre réellement interchangeables. C'est en ce sens que le libéralisme est entré dans une phase totalitaire. Il s'agit maintenant de transformer l'homme, de le rendre réellement interchangeable, les hommes interchangeables avec les femmes, puisqu'il n'y a plus vraiment d'hommes, plus vraiment de femmes, les races totalement interchangeables, les immigrés totalement interchangeables avec les non-immigrés, puisque finalement les cultures n'existent pas, les nations n'existent pas, la culture française n'existe pas, M. Macron nous l'a expliqué. Et donc, nous en sommes à ce stade-là. Olivier François, est-ce que le libéralisme macronien, pour exister et pour se justifier, parce qu'on sait qu'il est soutenu par beaucoup de banquiers, d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs, des milieux économiques importants, est-ce que le libéralisme macronien va de pair avec un certain étatisme qui aujourd'hui est obligé de montrer son nez, en quelque sorte, notamment au moment du coronavirus, au moment du confinement ou de la tyrannie sanitaire, qui justement en a été l'expression. Écoutez, ce matin, en prenant mon train, j'ai vu 2 jeunes macroniens à la sortie, à l'entrée de la gare. 2 jeunes mutants, alors. 2 jeunes mutants, d'ailleurs, ils étaient mutants, y compris dans leur manière de s'habiller, de parler. Je me sentais vraiment pas le compatriote de ces gens-là, et je sentais surtout la peur dans leur regard, c'est-à-dire qu'ils tendaient le tract et ils savaient qu'il y avait en face d'eux soit du mépris, soit de la haine. Et je pense que la classe, l'hyperclasse que représente Emmanuel Macron a peur, n'aime pas son peuple, n'aime pas le peuple français, n'aime pas les peuples de France même. Parlons, vous savez que on aime bien le pluriel à droite. Nous sommes quelques-uns comme ça. Voilà. Et contrairement à ce qui est cru, d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs, l'un et l'indivisible était quelque chose d'assez totalitaire. Donc, ouais. Et je pense que Macron, s'il a été aussi brutal, d'ailleurs, on l'a vu dans sa répression récente de certains mouvements sociaux, de certaines manifestations de droite, ou son envie de réprimer, la répression des Gilets jaunes, quand même incroyable. Ouais. On a éborgné un certain nombre de personnes, et pas un petit nombre de personnes. Donc je pense que c'est une hyperclasse décalée, de plus en plus déconnectée, évidemment, déracinée, qui a peur. Moi, je l'ai vu vraiment ce matin, on sentait qu'ils faisaient leur devoir de militants macroniens, de militants de néo-mutants, mais qu'ils avaient peur, et que ces gens-là, ayant peur, sont prêts à tout, ne sont peut-être pas prêts à tuer, mais pas loin. Alors l'image symbole de l'isolement de l'oligarchie, qui veut dissoudre le peuple, cancel le peuple français. L'image symbole, c'était Macron au 8 mai, c'est-à-dire seul, la foule étant totalement écartée des Champs-Élysées parce qu'il avait peur de quelques sifflets. Là, ça montre bien l'isolement complet du pouvoir actuel. Alors, un éditeur nous dit « Le totalitarisme actuel ne résulte-t-il pas de la puissance de technologies d'information qui aboutissent à un contrôle total de l'information, donc de la société, mais aussi de la vie individuelle ? L'absence de transcendance rappelant le caractère sacré car essentiel à la vie sociale du respect de l'individu dans la société chrétienne ne peut aboutir qu'à ressusciter les barbaries esclavagistes antiques. » Alors là, il va y avoir débat, je pense. À propos du fascisme italien, il faut tout de même rappeler que c'est le roi qui a démis Mussolini, chose impensable en Allemagne, nazie ou en URSS, où chacun crevait de trouille avant la mort de Staline, qui savait à quoi s'en tenir en matière de fidélité politique. Est-ce qu'on peut parler d'un totalitarisme pré-chrétien, Pierre Le Vigan ?
Je crois pas que ça soit je crois pas que ça ait un sens. On peut parler de tyrannie, non, peut-être. mais sincèrement, la notion de totalitarisme me paraît typique de la modernité du XXe siècle et ensuite des périodes ultérieures. Même au XIXe siècle, le régime de Napoléon III était un régime autoritaire jusqu'aux années 1860-1865, mais ce n'était pas du tout un régime totalitaire. Non, il faut vraiment bien distinguer les régimes qui ont pu être autoritaires, ou qui le sont encore d'ailleurs, pour certains, et les régimes totalitaires. Le régime, par exemple, du général Franco en Espagne était un régime autoritaire. Il n'a pas été un régime totalitaire. Il a flirté avec le totalitarisme les 4-5 premières années pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est tout. Très vite. On peut parler aussi de régime autoritaire. Un simple régime autoritaire. On peut parler aussi de régime autoritaire concernant Vichy et Pétain, alliés certes avec la collaboration au totalitarisme nazi, mais surtout après 42 d'ailleurs. Après 42, mais au départ, de 40 à 42. Le régime de Vichy est un régime autoritaire, pas totalitaire. Ça, je crois que c'est important de le dire. La plupart des historiens le disent d'ailleurs. Je pense que ça fait. Quand on voit, par exemple, le projet de constitution des équipes maréchalistes, des équipes vichysoises, le projet de 1943, dont parle notamment André Brissot dans ses livres, c'est un projet qui anticipe beaucoup plus la constitution gaulliste de la Ve République qu'un quelconque totalitarisme. Ça n'a aucun rapport avec l'organisation, le féodalisme totalitaire, par exemple, de l'Allemagne nationale-socialiste. C'est fondamentalement, c'est une constitution qui assure la stabilité, qui n'a jamais été appliquée par le régime de Vichy, mais qui envisageait donc d'assurer la stabilité du pouvoir, mais dans un cadre parfaitement démocratique, avec le droit de vote, d'ailleurs notamment des femmes. Oui, François. Quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est ce que Jacques Ellul appelait le système technicien. Il se trouve que j'ai une petite expérience des réseaux sociaux depuis peu de temps en tant que journaliste à Éléments, et puis aussi parce que je suis curieux de savoir ce qu'il y passe, mais je vois qu'un certain nombre de gens aujourd'hui ont été vraiment happés par la fascination qu'ils ont pour les réseaux sociaux, n'échappent plus donc à cette société. Ils sont pris par la toile, sans mauvais jeu de mots, la toile les enserre, les recouvre, et ils n'y échappent plus. C'est-à-dire que je pense qu'une société dans laquelle on n'échappe pas à cette société, où on est en permanence mobilisé par cette société, simplement parce qu'on est devant un écran, ou avec son écran de son iPhone à tweeter, à répondre, etc., qu'on n'a plus le sens du silence. Enfin, je ne vais pas faire l'éloge de choses qui me paraissent basiques, ou de la lecture silencieuse. Eh bien, il y a quelque chose dans ce système technicien, et je trouve qu'à certains égards, Internet, la multiplication des dispositifs techniques aussi au sein même de l'administration ont quelque chose de, entre guillemets, totalitaire. Denis Sureau, faut-il que le totalitarisme, pour qu'il existe, se justifie, se légitime, soit associé au centralisme? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des régimes, je parlais tout à l'heure notamment de l'Antiquité grecque et romaine, c'était quand même des systèmes relativement décentralisés, donc qui ne pouvaient pas véritablement tomber dans le totalitarisme, comme c'est le cas des totalitarismes centralisateurs modernes. Est-ce que la décentralisation n'est pas le meilleur antidote, d'une certaine façon, une décentralisation réelle, un principe de subsidiarité, un fédéralisme réel? Ne serait-il pas le meilleur ennemi d'une centralisation qui va toujours plus loin et qui, d'une certaine façon, par son étatisme et par l'existence d'un libéralisme qui lui est concomitant, atteint l'individu, les communautés et les peuples qui lui sont liés? Oui, bien sûr, mais de toute façon, c'est la revitalisation de toutes les communautés qui peut effectivement faire barrage à l'engrenage totalitaire. Oui. Je voudrais revenir sur ce que disait Pierre Le Vigan, ce qui me paraît assez important, c'est effectivement, le totalitarisme, c'est un phénomène du XXe siècle. Il y a eu des tyrannies, des dictatures à toutes les époques, y compris dans la chrétienté, évidemment. Mais justement, les libéraux tentent d'analyser le totalitarisme comme une extrapolation du despotisme. Le totalitarisme ne serait qu'un super despotisme. Évidemment, sous-jacent à ça, il y a en fait une volonté de se dédouaner
de ce qui fait effectivement l'essence du libéralisme. Et je crois que c'est important parce qu'on utilise très facilement des concepts pour mélanger la dictature, du totalitarisme, la tyrannie, etc. Alors que ce sont le totalitarisme des concepts qui renvoient à des réalités différentes. À une spécificité, oui. Olivier François, vous vouliez intervenir? Non, pas particulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des régimes qui sont encore totalitaires? On pense évidemment à la Corée du Nord, mais peut-être qu'il y a d'autres pays qui pourraient être considérés comme tels, surtout s'ils pratiquent ce totalitarisme économique accompagné d'un État puissant, d'un État qui marche de pair avec le libéralisme marchand. Est-ce que ça vous paraît complètement hors sujet, ou est-ce que vous croyez qu'il y a des pays encore qui sont aujourd'hui, dont on peut dire qu'ils sont totalitaires, hormis la Corée du Nord, parce que c'est toujours l'exemple, le pays qu'on cite. Vous avez la Chine quand même. Oui. Alors, la Chine, si la Chine on avait parlé de communisme de marché tout à l'heure, de totalitarisme, oui. Oui, la Chine, moi, je sais pas si La Chine est certainement le plus emblématique. Oui, oui. Et puis c'est 1,4 milliard d'habitants. Oui, quand même. C'est déjà pas mal. Il faut peut-être distinguer d'ailleurs État totalitaire et société totalitaire. La Chine est à la fois un État totalitaire et une société totalitaire. En Europe, on a des sociétés totalitaires avec des États autoritaires ou qui tendent à la tyrannie, ou à un autoritarisme de plus accentué. Mais en même temps, ces sociétés sont totalitaires, puisque justement, on peut de moins en moins y échapper. Il se trouve que même au fin fond de la France, on a l'impression qu'il y a l'œil et du wokisme, et du marché, et de la propagande LGBTIQI, et de l'immigrationnisme. Et c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver au fin fond de la Bretagne et avoir tout d'un coup, dans une forêt, un panneau nous indiquant qu'il faut penser à telle chose. Et ça, c'est terrifiant. Denis Sureau et Pierre Le Vigan. Oui, moi, lors de l'épisode, enfin des différents confinements, j'ai remarqué quelque chose qui est typique des régimes totalitaires, c'est la surveillance de tous, sur tous. C'était un des grands thèmes de Claude Paulin. Enfin, moi, j'ai été lui-même victime de plusieurs agressions parce que je ne portais pas le masque comme il fallait. Enfin, donc, et il y a eu une soumission extraordinaire, quand même, une docilité du peuple français par rapport à ça, et le fait que chacun devient l'agent du totalitarisme. Oui. On a tendance d'ailleurs, cette période de covidisme a été presque un petit peu, en quelque sorte, occultée, mis de côté très vite par les gens, alors que quand on se rappelle de ce qui se passait il y a 2 ans, parfois, moi, ça m'arrive d'y repenser en me disant, mais c'est ahurissant. C'est ahurissant. On a vécu quand même. Alors justement, on vient de distinguer le totalitarisme de la tyrannie. Je sais, Pierre Le Vigan, que vous avez été très marqué par ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment du confinement, déconfinement et de la tyrannie sanitaire. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de totalitarisme sanitaire, ou est-ce que ça vous semble un peu exagéré? C'est-à-dire que c'est surtout que le prétexte sanitaire a été précisément une formidable occasion pour l'oligarchie. Après, il faut quand même le rappeler, la crise des Gilets jaunes a été une formidable occasion. Après les grévistes aussi. Pour créer un dérivatif extraordinaire et pour mettre une chape de plomb sur la société. Donc c'est vraiment effectivement la façon de donner à l'oligarchie un pouvoir quasiment absolu. En terrorisant les gens, vraiment, c'est ce dont il s'est agi, à savoir de faire peur, vraiment, c'est typique, et toujours par le bas, c'est-à-dire faire peur aux gens et non pas les exalter, parce que qu'on le veuille ou non, les régimes totalitaires du XXe siècle ont quand même avant tout fonctionné. Alors surtout pour les régimes fascistes qui n'ont pas duré très longtemps, beaucoup moins que les régimes communistes, mais ils ont quand même fonctionné aussi par l'enthousiasme, en bonne part. Il y avait la répression, mais il y avait la part de l'exaltation, de l'enthousiasme, de la démagogie, de tout ce qu'on veut. Là, vous utilisez le pluriel en parlant des fascismes. Oui, je pense à l'Allemagne et à l'Italie. Ah, je pense aux deux. Les deux ont essayé de mobiliser les enthousiasmes. Et ce que je constate aussi, c'est que la Chine est un régime terrible, qui est
à la fois une idéologie totalitaire, puisqu'il y a un parti unique, qui est le Parti communiste, qui a des moyens que n'avait même pas Staline ni Hitler. Mais là encore, par rapport finalement au pouvoir tout-puissant des oligarchies dans notre Occident, dans notre Europe occidentale, il y a quand même encore une différence très importante que j'avais évoquée, c'est le nihilisme. La Chine n'est pas un régime nihiliste, c'est un régime que je trouve à beaucoup d'égards terrifiant. Vraiment, c'est terrible parce qu'il y a un pouvoir absolu du parti-État. Mais c'est pas un régime nihiliste. Ils n'imposent pas, par exemple, les folies transhumanistes. Donc il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important, effectivement, c'est de voir que nous avons pratiquement un totalitarisme qui a été, à l'époque des confinements, des couvre-feux, aussi terrible, et peut-être demain à cause de prétextes climatiques, qui a été aussi terrible et qui peut être aussi terrifiant que celui de la Chine, mais non pas au service d'un idéal, ma foi, de force du peuple chinois, mais au service finalement du mélangisme généralisé et d'un homme interchangeable. Donc c'est pire. Ce que nous connaissons quand même en Europe occidentale, c'est pire que ce qu'il y a en Chine, parce que c'est au service, le totalitarisme est au service du nihilisme. Je suis en partie d'accord avec Pierre Le Vigan, très bonne analyse, mais quand même pour ajouter quelque chose sur la Chine, c'est que certes force du peuple chinois, mais quand même la Chine n'est pas un nihiliste, ça allie quand même une forme d'ultranationalisme chauvin, moi je trouve assez peu digne d'ailleurs de la grande civilisation chinoise, et un consumérisme, ce qu'on l'oublie. Qu'est-ce qui est proposé aux jeunes Chinois? C'est de devenir de bons managers et de consommer. C'est ça, c'est ce dont rêvent les Chinois aujourd'hui. Donc le patriotisme chinois, c'est consumérisme et chauvinisme. Mais alors, on pourrait en débattre, il faudrait faire une émission sur la Chine. Plusieurs messages d'auditeurs. Alors, un message un peu provocateur, mais que je lis quand même. Bonsoir, en vous écoutant, totalitarisme vient de Total, n'est-ce pas ce qui correspond aux idéologies du libéralisme, du communisme, du marxisme, et des religions monothéistes? Merci. Alors là, c'est un petit peu la même question que je posais tout à l'heure sur le totalitarisme et le christianisme, le totalitarisme et l'islam, le totalitarisme et le judaïsme, notamment, puisque ce sont les trois monothéismes. Est-ce qu'il y a une consubstantialité entre ces religions monothéistes, et notamment le christianisme, avec le totalitarisme? Je crois que vous aviez répondu, Denis Sureau. Ontologiquement, ça vous paraît antithétique. Existentiellement, historiquement et de manière instrumentale, il peut y avoir évidemment des concomitances entre les deux. Non, il peut y avoir des pratiques tyranniques, dictatoriales, venant des religions. Oui, ça, et sans doute faut-il ne pas mettre tous les monothéismes, même si j'aime pas le terme monothéisme, dans le même sac. Il y a quand même des distinctions à faire. Notamment sur la notion de liberté, par exemple, au sein du christianisme. Sur la liberté, sur la notion même de la conception qu'on a de Dieu. Le Dieu d'un certain islam, c'est complexe l'islam, mais plutôt est un Dieu très transcendant, sans médiation. Donc ça favorise peut-être davantage un esprit totalitaire que le christianisme. Avec la Trinité, la communion des saints. Exactement. Etc. Mais voilà. Le paradoxe, c'est que précisément, il y a plusieurs monothéismes, y compris à l'intérieur de chaque religion. C'est-à-dire, par exemple, il y a plusieurs monothéismes chrétiens. Il y a le catholicisme, il y a le protestantisme, il y a l'orthodoxie, sans parler de différentes sectes, entre guillemets, gnostiques, etc. De même, à une époque, avant l'homogénéisation du monde, qui malheureusement, abolit en partie sa diversité, il y avait plusieurs islams extrêmement différents. Et effectivement, les choses sont... On échappe beaucoup plus facilement au totalitarisme quand il y a une adaptation des religions, même monothéistes, en fonction des cultures. Et le drame de l'islam, comme le disait Olivier Roy, par exemple, c'est que maintenant, il y a un islam sans culture, un islam acculturé, un islamo-mondialisme. Voilà. Et est-ce que nous avez... Est-ce que finalement... Avec l'évangélisme, certains évangélismes chrétiens, parfois, on a aussi... Est-ce que finalement les religions
monothéistes ou pas monothéistes, quand elles sont instrumentalisées, véhiculées par la modernité, ne dérivent-elles pas vers le totalitarisme, alors que lorsqu'elles sont conformes à leurs traditions respectives, à leurs origines profondes, elles sont précisément les meilleurs remparts contre le totalitarisme? Denis Sureau. Oui, mais de toute façon, les totalitarismes du XXe siècle étaient tous des athéismes radicaux. Hein, donc, après, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure sur le théologien américain William Cavanaugh parle de migration du sacré, depuis effectivement le sacré chrétien jusqu'au sacré étatique. Il oppose les liturgies de l'Église, les liturgies de l'État, etc. Donc, effectivement, et aussi d'interpréter ça en termes aussi d'idolâtrie. Voilà. Alors, autre message d'auditeur. Bonsoir. Le seul espace de liberté est Internet à travers les réseaux sociaux. Par contre, les médias... Internet, hein. Alors, justement, on va en parler. Par contre, les médias sont des espaces de liberté conditionnés. Alors, ça, c'est un long débat. Hein. Est-ce qu'on est plus libre sur Internet qu'en regardant les médias, ou est-ce qu'on est plus libre en regardant la télévision qu'en étant je dirais, pour répondre à l'éditeur, évidemment que je me sers de Twitter, je me sers pas de Facebook, mais de Twitter un petit peu. Je me sers d'Internet, ne serait-ce que pour envoyer des mails, parce que je n'ai pas le choix. C'est pour contacter un certain nombre de personnes ou des administrations. Ce que je veux dire par là, j'observe sur Twitter, et il m'arrive même parfois d'ailleurs d'aller sur Twitter alors que j'aurais mieux à faire sans doute par une curiosité, c'est comme ça. Mais bon, je sais quand même m'arrêter à ce que ça n'envahisse pas la vie. Mais je suis étonné d'observer sur Twitter, je ne vais pas citer du monde, que des gens passent leur vie sur Twitter. Vous pensez que Internet est beaucoup plus pratiqué et que ça m'attriste, et que c'est une fuite, et que c'est une fuite hors de leur vie propre, de leur vie personnelle, et ils sont en permanence connectés à ce monde et à cette époque. Et je poursuis le message de l'auditeur. Les gens n'ont plus confiance dans les médias par les journalistes et chroniqueurs qui appliquent les règles de ceux qui les financent. Les gens du pouvoir progressiste occidental. La propagande des médias existe en France et a pour but de nous convaincre d'adhérer avec la peur de sanctions aux normes et règles mises en place par ce pouvoir progressiste. Faut-il absolument une volonté politique d'asservissement alors que c'est avant tout un opportunisme technologique? Le problème vient de l'informatique et de l'électronique actuelle. Vous vous référez au 19e siècle alors que le problème est la diffusion des capteurs électroniques, des réseaux, des bases de données, des recoupements de fichiers, de la disponibilité de l'information la plus infime, quasi instantanée et sans outils possibles. Cette comparaison n'a pas de sens. Le totalitarisme actuel en devenir sera bien pire que tous les précédents. Quant à dire que les empires asiatiques ou mayas n'étaient pas totalitaires dans leur forme religieuse, cela me paraît un rien étrange. On n'a pas dit ça, on n'a pas parlé de ça, hein, cher auditeur. On pourrait parler des empires mayas, etc., mais nous n'en avons pas parlé. Olivier François. Moi, je trouve que l'intervention de l'auditeur là est tout à fait intéressant. Ce qui est effectivement frappant, c'est que la technologie nous rabat sur un présent perpétuel et nous condamne à un présent perpétuel et nous enlève toute la dimension d'épaisseur du temps historique. Ça, c'est quelque chose que Albert Camus avait déjà constaté. Il disait l'homme est un être d'histoire, c'est vrai, d'histoire au sens la grande histoire, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à des événements historiques, nous sommes amenés à réagir par rapport à eux. Lui-même avait été résistant, donc il n'avait pas traversé la période de la guerre sans prendre ses responsabilités. Mais il disait aussi, il n'y a pas que cette dimension temporelle qui déjà ne se réduit pas au présent. Mais il n'y a pas que cette dimension temporelle, et encore moins que l'éternel présent. Il y a une autre dimension qui est la dimension territoriale, la dimension spatiale, la dimension imaginale, la dimension de contemplation. Et c'est pour cela qu'il faisait l'éloge de ce que Nietzsche appelle l'élément apollinien, c'est-à-dire en l'occurrence, l'élément méditerranéen, les paysages, la douceur de vivre, etc. Donc il n'y a pas que la lutte, il n'y a pas que la force, il n'y a pas que le côté Dionysos, il y a aussi la contemplation apollinienne. Alors, autre message d'auditeur ou d'auditrice. Rappelez-vous, messieurs, que le totalitarisme a été vu comme positif dans les années 20 en Italie, où l'État s'engageait à prendre en compte tous les aspects de la vie, en contraste avec l'État bourgeois du 19e siècle. Pie XI lui-même s'est intitulé « Pape totalitaire ». Belle émission.
Autre question, alors très très longue, je vais essayer d'en lire en tout cas l'essentiel. Je vais tenter de vous faire comprendre par un autre moyen en mettant sur un plan parallèle les affaires inexplicables ou paranormales et les malades mentaux qui nous dirigent, ainsi que les membres principaux de la clique. Bon, je ne vais pas lire ce message qui est trop long d'abord et qui est trop polémique, sur lequel on ne pourra pas rebondir. Il nous reste pratiquement 2 minutes. 2 minutes. Est-ce qu'on peut apporter une conclusion ? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du totalitarisme dans la postmodernité, dans la modernité tardive, dans l'hypermodernité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et peut-être demain? Je ne veux pas paraître apolitique ou anti-politique en prenant le repli, mais je pense que déjà, en vivant une vie d'amitié, de famille, une vie peut-être rythmée par du sacré quand on est chrétien, qu'on a une paroisse, la chance d'avoir une paroisse, ou même une marche en forêt, par exemple, nous permet parfois d'échapper à ce totalitarisme de la société informatique, comme le disait Auditum, et de la société totale dans laquelle nous baignons malgré tout. Technicienne, marchande, etc. Donc il y a quand même des points de résistance, à mon avis, que sont les amitiés, les familles et la vie, peut-être la vie intérieure, tout simplement. Pierre Le Vigan, 30 secondes. Oui, je pense qu'il faut redécouvrir 2 dimensions de profondeur. L'une, c'est la dimension de profondeur historique, de voir les choses dans la longue durée, de redécouvrir notre nécessaire longue mémoire. Chaque peuple doit redécouvrir sa longue mémoire. Et la deuxième dimension de profondeur, c'est la dimension de profondeur des paysages. Redécouvrir le plaisir de comprendre que les paysages sont eux-mêmes le fruit de l'histoire des hommes, du labeur des hommes, et que la beauté des paysages est tous cette sédimentation déposée par les hommes qui nous ont précédés. Merci, chers auditeurs. Merci, Pierre Le Vigan. Merci, Denis Sureau. Merci, Louis François. Et à jeudi prochain.